Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce matin et nous allons parler ce matin d'un sujet tout à fait passionnant qui est, ce sujet, donc les troubles des conduites alimentaires ou les troubles du comportement alimentaire. Alors, vous connaissez certainement certains mots, certains termes euh, en lien avec cette problématique, comme par exemple la boulimie, l'anorexie, qui sont peut-être les mots les plus connus. Et peut-être que vous n'en connaissez pas toutes les composantes, et c'est ce que nous allons voir un petit peu ce matin. Et pour commencer, avant de regarder ces troubles du comportement alimentaire, on va reparler, si vous voulez bien, de l'acte de manger et de l'importance de l'acte de manger. D'abord, pourquoi est-ce qu'on mange? Eh bien, on mange simplement parce qu'on a faim, pour assouvir sa faim et pour survivre. C'est un besoin instinctif fondamental qui est la condition de notre survie. On peut s'en passer un certain temps, mais à un moment donné, il faut manger. Ensuite, manger, c'est aussi un plaisir. Et ça procure beaucoup de plaisir, mais ça permet aussi, par le plaisir de sucer, de croquer, de mâcher, une forme d'exutoire à notre agressivité naturelle. L'être humain, quand il ressent en lui une forme d'agressivité, et l'agressivité fait partie des émotions humaines, eh bien, il a tendance naturellement à manger. Et manger est réellement, par le plaisir que cela procure, un exutoire pour chacun d'entre nous à notre agressivité naturelle. Ensuite, dans l'acte de manger, il y a aussi l'échange qui est très important entre soi et l'autre, en lien directement avec l'attachement. Dans les bras de notre mère, nous avons vécu ces moments agréables d'échange pendant lesquels, pour nous nourrir, elle était obligée de nous prendre dans ses bras, elle nous touchait aussi. Et l'adulte, en donnant à manger à l'enfant, il lui donne de l'attention et il lui donne de l'affection et de l'amour. Et l'enfant fait ce lien particulier entre les moments où il mange et les moments où il reçoit de l'amour. Il reçoit et en retour, il en donne parce que quand il accepte de recevoir ce que la mère mange, eh bien, il sait aussi qu'il donne du plaisir. Et plus tard, même quand lorsque nous ne sommes plus enfants, nous savons le plaisir que nous pouvons donner à notre mère ou à quelqu'un qui nous invite lorsque nous acceptons de manger avec plaisir quelque chose que l'autre a fait exprès pour nous, pour notre plaisir. Donc il y a dans l'acte de manger cette notion d'échange, d'amour, et qui est très important parce qu'il renforce notre sentiment d'attachement à l'autre. Il y a aussi dans l'acte de manger la notion du dedans et du dehors. Quand on mange, on incorpore des choses qui viennent du dehors. Et en psychanalyse, quand il y a des problèmes avec la nourriture, eh bien, on aborde aussi cette notion de dedans, de dehors, parce qu'il y a aussi les limites de notre corps qui définissent très clairement la relation qu'on a avec l'autre. Dans l'acte de manger, il y a aussi la structuration de la personnalité qui est présente et qui s'est mise en place d'une certaine manière. L'enfant s'est enraciné dans son corps à partir de la fonction alimentaire. Le fait d'avoir ce contact direct avec l'alimentation a fait qu'il a pu prendre un contact particulier avec son corps et le découvrir petit à petit à partir de cette fonction alimentaire. C'est quelque chose qu'on pourrait développer beaucoup plus si on travaillait sur la psychanalyse et sur les apports de Freud en particulier, et qu'on ne va pas développer là. Et puis, il y a bien sûr des significations culturelles à l'acte de manger, et en fonction des cultures, en fonction de ce qu'on mange et de la façon dont on mange, eh bien, il y a de très, très grandes différences. Je pense par exemple à l'art du thé au Japon, mais à d'autres arts culinaires qui ont vraiment une signification tant en termes de qualité que de mets choisis, que de façon de le présenter, que de façon de le manger, en fonction aussi des époques de la vie et des grands événements de la vie. Manger est un art dans certaines cultures qui a une très très grande importance. Donc,
manger, c'est pas seulement un acte qui permet de se nourrir et de survivre, c'est beaucoup d'autres choses qui mettent en route à la fois notre inconscient, des aspects qui sont plus émotionnels et plus relationnels et plus culturels comme ça. À l'adolescence, le corps se transforme. Et l'enfant, on le sait, à l'adolescence, n'est pas très à l'aise avec son corps quand il se transforme. Certains acceptent bien cette transformation, après un passage un peu difficile, et d'autres ne l'acceptent pas du tout. Et c'est souvent à cette période de l'adolescence que vont se greffer les problèmes, les perturbations alimentaires qu'on connaît, l'anorexie donc et la boulimie. Alors je voudrais qu'on commence, si vous voulez bien, par la boulimie. Donc, qui est reconnu, c'est un trouble pathologique qui est reconnu depuis les années 70. Donc, c'est finalement relativement récent. Et elle est connue particulièrement dans les pays dits développés, donc comme les nôtres. Et c'est là, dans ces pays-là, qu'on la trouve le plus souvent. On trouve peu de boulimiques dans les pays moins développés, les pays du tiers-monde, par exemple. Hein, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à manger, mais même. Ce trouble représente 1,5% de la population. Donc c'est relativement important quand même. Et principalement la population féminine, beaucoup plus les femmes que les hommes. Il y a à peu près 3 à 4 filles pour un garçon qui souffrent de cette problématique. Et le début des troubles de la boulimie, on va le trouver aux alentours de 18 ans. C'est l'âge à partir duquel cette pathologie va devenir de plus en plus importante, où on va pouvoir la repérer, et elle est presque toujours en lien avec la dépendance à ses parents, un état de dépendance dans lequel l'enfant se trouve et dont il voudrait se dégager un petit peu. C'est d'ailleurs un des points communs avec les anorexiques, c'est cette dépendance par rapport aux parents. Alors, sous la forme caractéristique de la boulimie, il y a 2 formes de boulimie. Donc, je vais vous dire un petit peu des mots savants. Donc, il y a la boulimie qu'on appelle la cytiomanie, qui consiste à ingurgiter de grandes quantités de nourriture sans se faire vomir. Et puis, il y a une autre forme de boulimie qui est l'hyperphagie. Et dans le cas de la boulimie, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ça se passe en plusieurs temps. Dans un premier temps, il y a une angoisse qui monte chez la personne. Un sentiment de vide, un sentiment d'angoisse très fort que la personne n'arrive pas à gérer. Elle se jette ensuite sur la nourriture et ingurgite de grandes quantités de nourriture. Quand cette quantité de nourriture a été ingurgitée, la 3e étape, c'est un très fort sentiment de honte qui envahit la personne au fait de ne pas avoir pu se contrôler dans cette compulsion, puisque c'est une compulsion, c'est une addiction. Elle n'a pas pu se contrôler, donc elle éprouve un sentiment de honte et elle se promet de plus jamais recommencer, ce qu'elle ne pourra pas tenir comme engagement, exactement comme un alcoolique ou comme quelqu'un qui se drogue ou comme quelqu'un qui fume. Dans toutes les addictions, il y a toujours ce mouvement, un sentiment de vide. Momentanément, on guérit ce sentiment de vide en ingurgitant quelque chose, ou en absorbant en excès quelque chose, ou en prenant quelque chose qui comble ce sentiment de vide, et ensuite suit une période un peu dépressive, de honte et pour certains, de culpabilité. Avec 2 solutions pour la boulimique, ou vomir, régurgiter tout ce qui a été pris en trop, ou garder, et à ce moment-là, la différence, ça va être dans ce qui va être visible chez la personne. Dans un cas, elle va devenir obèse, elle va devenir, parce qu'elle ne vomit pas, et dans l'autre cas, elle va rester mince, et pendant très longtemps, parfois, les proches ne savent pas qu'ils ont autour d'eux ou avec eux, ils vivent avec quelqu'un qui souffre de cette compulsion de boulimie. Donc, la forme la plus caractéristique, ce sont des crises qui arrivent 1 ou 2 fois par semaine, à peu près. C'est la crise de boulimie avec les vomissements, qui sont auto-provoqués. Donc là, la personne trouve des trucs pour se faire vomir immédiatement après qu'elle ait ingurgité quelque chose.
Lors de la crise, il y a une ingurgitation massive d'une très grande quantité de nourriture et la particularité aussi là, c'est que la personne mange n'importe quoi. Elle ne mange pas les choses qu'elle aime.